Bonsoir à tous qui êtes chez vous. Alors pour ceux qui connaissent l'émission, vous allez voir que c'est une émission un petit peu particulière puisque aujourd'hui nous sommes en public. Nous sommes à la Cité des Halles pour fêter les 40 ans de l'APCI, qui est l'association de promotion du design. Et du coup, on va parler de design régénératif. Donc pour faire un petit topo quand même sur ce qui est en train de se passer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'émission, Elioga, c'est une émission de vulgarisation sur les designs, parce qu'il y en a plusieurs. Donc on parle de tous les champs du design possibles. Alors généralement, on est plutôt sur du design de manière plutôt visuelle. Ce soir, on change un petit peu la donne puisqu'on va parler de design et d'approche régénérative. Si c'est un terme auquel vous n'êtes pas familier, vous allez voir qu'on va essayer d'expliquer un petit peu tout ça de manière le plus claire possible. Donc, ne vous inquiétez pas, on va essayer de trouver des mots assez simples, de trouver des exemples aussi. Les 4 intervenants qui sont là pourront vous en parler. Et voilà, donc si vous voulez retrouver l'émission, elle est sur Twitch, donc une plateforme de streaming. Et elle est également retransmise sur YouTube, donc on a tous les épisodes. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir tout ça, ça me ferait très plaisir. Et du coup, il y a un an, quasiment jour pour jour, on avait reçu justement Lucille pour parler justement de France Design. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Donc comme je le disais, aujourd'hui on va parler de design régénératif, de l'approche régénérative de manière plus globale. Avant de vous présenter vraiment, donc je vais redire vos noms. Donc Marie-Cécile, qui est avec nous. Vous pouvez parler dans les micros. Bonjour. Bonjour, là-bas, toi là-bas. Flora et Axel, qui sont donc avec moi. Bonsoir. Et qui vont, répondre à vos questions. Donc moi, j'ai la lourde tâche d'expliquer ce que c'est que l'approche régénérative. Pour remettre un petit peu dans le contexte, alors je suis désolée, je vais lire, parce que c'est un sujet que je ne connaissais pas il y a 2 semaines. Donc j'ai un petit peu appris pour cette émission. Donc l'approche régénérative, c'est comprendre le vivant de manière très globale et fonctionner en harmonie avec le vivant. Alors le vivant, c'est pas juste nous, les petits humains, parce qu'on est souvent très auto-centré sur l'espèce humaine. Le vivant, c'est tous les écosystèmes. Donc ça va être les plantes, ça peut être les animaux, les insectes. Voilà, c'est vraiment de manière très globale. Le concept de régénératif, il désigne la faculté du coup des systèmes vivants à se renouveler tout en s'adaptant constamment. Donc c'est une constante évolution. On parle souvent de restauration, donc, quand on parle de régénération, et de réparation. Donc c'est une sorte de réparation de nos milieux de vie, et du vivant. On parle souvent, quand on parle de régénératif, de win-win-win. Donc c'est ce qu'on appelle le gagnant-gagnant-gagnant. Gagnant pour l'individu, donc pour vous. Gagnant pour le collectif, pour la société, donc pour tous les autres êtres humains, mais aussi gagnant pour justement les écosystèmes et le reste de la planète. Donc c'est vraiment pas seulement pour nous, c'est aussi pour le reste du monde de manière très très globale. On entend aussi beaucoup parler de recycler, de réduire et de réutiliser. Ça, c'est les mots que vous entendez et que vous voyez partout depuis plusieurs années. Le régénératif, si on devait mettre 3 mots, ce serait plutôt restaurer, renouveler et redonner. Donc il y a vraiment cette notion de donner en échange. On n'est pas juste seulement pour nous, on redonne quelque chose. Pour prendre un petit exemple, vous pouvez me dire si vous êtes OK avec ça d'ailleurs, un petit exemple que j'ai trouvé qui peut être pas mal. Un jardinier, quand il est face à un jardin, il ne va pas créer un jardin. Il va regarder ce qui se passe, il va observer d'où vient la lumière, quels sont les écosystèmes qui vivent dans ce jardin, et il va faire en sorte de bouger 2-3 petites choses pour que tout soit rétabli et qu'il y ait vraiment des énergies qui s'activent entre elles et que tout s'épanouisse et que tout revive correctement. Donc l'approche régénérative, c'est un petit peu ça. Donc ensuite, si je dois un petit peu résumer, une approche, elle est régénérative si elle apporte de la considération à tous les êtres vivants. Elle est régénérative si elle partage le pouvoir et soutient le besoin de chacun. Donc là encore, je me répète, mais c'est chacun au sens très très large de chaque être vivant. Donc on n'a plus de pouvoir sur quelqu'un, on a du pouvoir avec et le pouvoir de faire quelque chose. Je sais que c'est des petites notions qui sont légèrement différentes, mais qui sont quand même très très importantes. Et une approche, elle est aussi surtout régénérative si elle répartit équitablement les fruits du travail. Donc voilà un petit peu l'approche régénérative. J'espère que j'ai été le plus clair possible sur cette partie un petit peu complexe. Et du coup, avant de parler de tout ça, on voulait faire un petit distinguo
parce qu'on est un petit peu perdu dans tout ce qui est justement sur le futur de la planète, sur les termes de green, vert, de durable et de régénératif. Si je peux l'expliquer de manière la plus simple possible, tout ce qui est green ou vert, c'est diminuer notre impact sur l'environnement. Le durable, c'est ne pas avoir d'impact sur l'environnement actuel. Et le régénératif, c'est avoir un impact positif. Donc voilà, moi c'est un peu comme ça que je comprends le design et l'approche régénérative. Je ne sais pas si ça vous convient et si vous voulez rajouter des choses sur cette approche-là. Ou est-ce que j'ai bien cerné l'approche? J'espère que oui. Ça me paraît correct. Ça me paraît correct aussi, ouais. Ça vous paraît vous? Je rajouterais juste un mini truc. Ouais. C'est en essayant de rester simple, mais en gros, il n'y a pas d'aboutissement à une approche régénérative. C'est pas parce que on va commencer à rentrer dans des démarches qui sont régénératives que du coup on sera régénératif tout le temps. Et la meilleure analogie par rapport à ça, c'est nous-mêmes dans nos modes de vie au quotidien, on fait des choses qui sont plutôt dégénératives ou des choses qui sont plutôt régénératives. Et en fait, pour rester en bonne santé, par exemple, c'est d'essayer de faire plus de choses qui sont régénératives que dégénératives. Et c'est comme ça que notre système corps peut réussir à se maintenir. Et après, ça se fait à des échelles avec les autres, et après, ça se fait à l'échelle de la société. Donc, il n'y a pas d'espèce d'absolu, un peu comme il peut y avoir dans les mouvements écologiques un peu militants, de se dire il faut qu'on soit 100% irréprochable. Du coup, on se met une énorme pression sur le dos, on n'y arrive jamais. Et parce qu'en fait, en vrai, on n'y arrivera jamais. Parce que même dans le vivant, il n'y a rien qui est purement régénératif. Il y a des choses qui sont dégénératives, d'autres régénératives, et il y a des choses qui vont, en dégénérant, être régénératives pour d'autres. Et donc, du coup, au final, il y a une énorme humilité à avoir derrière ça. Et voilà, c'était ça qui me paraît important. C'est un mini-outil, mais c'est de se dire qu'en fait, à chaque action qu'on a, il y a des actions qui sont plutôt régénératives, plutôt dégénératives. Et déjà, si on en est conscient, et ben derrière, on peut venir balancer un peu les choses pour pouvoir tenter de trouver une forme d'équilibre. Voilà. Il est parti. Non, mais c'était un très bon complément, je te remercie. Il est temps de vous présenter du coup. Mais alors la question du jour, c'était de savoir si le design régénératif ou l'approche régénérative, est-ce que c'est un réel projet pour le futur ou est-ce que c'est un effet de mode? Donc je commence par toi vu que tu es à mes côtés. Ok. Est-ce que tu peux répondre à cette question fortement complexe, s'il te plaît? Très bien. Marie-Cécile, bonsoir. Marie-Cécile Godwin, même, mon nom de famille, parce que j'ai un nom de famille. Et, c'est important. Et je me présente aussi en même temps. Oui, bien sûr. D'accord. Ok. Je suis designer. Enfin, on est tous plus ou moins designers, tous et toutes. Moi, s'il faut mettre une étiquette, je suis plus ou moins designer critique. Dans deux sens. Le premier, parce qu'il faut toujours un poil à gratter. Il faut toujours quelqu'un qui soit pas d'accord et qui vienne apporter un petit peu de profondeur. On a besoin de gens comme toi. Voilà, exactement. Comme ça. Et aussi critique parce que la situation est critique. Et donc pour la criticité de mes interventions, en tout cas des terrains sur lesquels j'interviens, on peut dire c'est un petit jeu de mots. Voilà. Et à la base, je suis, on va dire, UX researcher, dans toute cette phase du design qui va s'intéresser aux usages, aux usagers, usagères, à ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et du coup, j'ai commencé par les êtres humains, mais je m'ouvre à d'autres champs d'études de ce qui se passe dans l'univers. Et pour le coup de l'effet de mode, alors c'est très compliqué puisque des effets de mode, il y en a des milliards. Enfin voilà, il y a tout. Tout le temps. Voilà. Tout est effet de mode en fait. Le design thinking, le design doing, toutes les tendances qui ont parcouru notre belle discipline au fil des siècles. Voilà. Si je dis que c'est une tendance, vous m'en voudrez pas, c'est pas personnel. Chacun son avis, tu peux dire ce que tu veux. Très bien. Enfin, ce que tu veux. Dans une limite du raisonnable, mais je pense qu'on est plutôt d'accord sur beaucoup de choses, donc vas-y. Oui. Il nous faut des mots, il nous faut de la nouveauté. L'être humain aime bien le progrès, ce serait quand même bête d'aller en arrière. Et du coup, il faut que le design se réinvente un petit peu et ait un vocabulaire un peu différent. Donc on vient, nous aussi, s'approprier des nouveaux champs. De toute façon, pour moi, le design, à la base, il sera toujours... je veux dire, si je veux mettre directement les pieds dans le plat et je passerai la parole à la suite, à d'autres intervenants, si le design doit être régénératif, est-ce que ça veut dire que foncièrement, il est dégénératif? Vous avez 2 heures. Pas mal. Fabrice, je te laisse rebondir là-dessus. Mais bon. Donc, donc Fabrice, designer aussi, mais pour le coup, je me dis plus trop designer. Maintenant, je accompagne des directions de boîtes, de plein de boîtes différentes, dans plein de secteurs différents, et c'est certainement le plus intéressant que j'ai fait comme move depuis les dernières années. Ça fait 15 ans que je suis dans le design. Bref, du coup, pour répondre à ça, en pas 2 heures et en tentant de pas trop prendre la parole,
Je pense, encore une fois, du coup, comme je disais avant, qu'il faut vraiment se poser la question à chaque fois, pas de manière absolue, mais quand je fais telle action, est-ce que c'est plutôt dégénératif ou plutôt régénératif? Quand on va mettre tel projet en place, est-ce que c'est plutôt dégénératif ou régénératif? Et essayer d'imaginer ou de voir les répercussions. Parce qu'en fait, on est juste une petite partie d'un écosystème, et donc chaque chose qu'on fait, ça va se répercuter sur quelqu'un d'autre, et encore sur quelqu'un d'autre, encore sur quelqu'un d'autre. Et on pourrait trouver que quelque chose est régénératif si on regarde à 2 rebonds, et puis quand on va commencer à regarder à 4 rebonds, bah, ça l'est plus. Et donc du coup, bah, on peut se dire, ah ouais, en fait, ce qu'on fait, c'est vraiment engagé, c'est vraiment clean, on va continuer comme ça. Et puis au final, si on regarde avec un peu plus de complexité, et ben là, on va se rendre compte qu'en fait, non. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce qu'on est en train de rentrer dans une dimension de complexité. Comment on arrive à capter aussi que ce qu'on fait finalement n'est pas dégénératif? Très bonne question. Ouais, historiquement, est-ce que le design se prêtait vraiment attention à tout ça? Vous voulez continuer là-dessus? Comment est-ce qu'on sait si c'était génératif ou régénératif? Déjà, il faut définir ce qui pour soi, personnellement, de mon point de vue, ce qui pour soi est régénératif ou dégénératif. Parce qu'il y a des gens qui vont boire des bières tous les vendredis soirs et avoir une gueule de bois le samedi matin. Et au final, tu ne vas pas déterminer que c'est dégénératif. Donc tu vas continuer à faire ça jusqu'à un moment donné où tu es un peu vieux. Et du coup, quand tu mets 2 jours à récupérer, là, tu te dis, ouais, c'est peut-être pas si bon que ça. Moi, à 23 ans, je mettais des grosses cuites et je me disais pas que c'était en train de m'abîmer. Là, maintenant, à 35, ça a un peu changé. Et mine de rien, voilà, il y a une conscience globale autour de plein de sujets qui commencent à s'étendre. Du coup, on commence à convertir une conscience où on se disait soit je m'en fous, soit je pense pas que c'est dégénératif, en effet, il y a un truc là, il faudrait peut-être éviter, il faudrait peut-être changer. Et du coup, ça s'étend. Et je pense que l'un des premiers points, c'est de rester en perpétuel échange, comme on est en train de faire là, ou même plus largement, pour pouvoir essayer de gagner en conscience ensemble de ce qui est dégénératif ou pas. Et mine de rien, ça amène à rentrer, encore une fois, dans cette dimension de complexité. Et la complexité fait peur, on n'a pas forcément envie d'y aller, donc on va avoir tendance à s'arrêter. Moi, quand je bosse avec des dirigeants qui sont déjà surchargés sur plein de dimensions de leur boîte, si jamais je veux les amener trop vite à rentrer dans un haut niveau de complexité, je ne peux pas bosser avec eux, en fait, je les perds. Donc il faut... faut un temps d'adaptation par étapes. Il faut comprendre, il faut y aller step by step, et il ne faut pas non plus se critiquer si ça ne va pas assez vite, même s'il y a des urgences. Et voilà, il faut naviguer un petit peu dans tout ce... Il y a une espèce d'équilibre, un peu comme dans tout, il y a une espèce d'équilibre à trouver pour pas que les habitudes soient changées radicalement, sinon on ne tient pas la longueur. Mais ok, merci beaucoup. Flora, je te laisse essayer de répondre à la question et te présenter. Je prends la suite. Donc bonsoir, moi c'est Flora Le Bolloc, je travaille au sein de la direction du design de Bouygues Immobilier, même si je ne suis pas designer, donc je me sens un petit peu intruse aujourd'hui. Mais voilà, on est une petite équipe pluridisciplinaire au sein de la direction du design, et je pense que c'est aussi ce qui fait notre force. Donc nous, notre mission chez Bouygues Immobilier, c'est vraiment de travailler sur la qualité d'usage et faire en sorte qu'elle soit vraiment au cœur de nos offres, au cœur de nos projets. Et ça, finalement, c'est un travail qui est assez nouveau dans l'immobilier. Pour répondre à la question ou apporter des compléments, parce qu'on a déjà abordé plein de sujets, c'est sûr que le régénératif, c'est un buzzword. Là, en cette rentrée 2023, on en entend beaucoup parler. Après, je pense que est-ce que ça va rester une tendance ou ça va se transcrire en changement de fond? Je pense que les cartes sont un peu entre nos mains. C'est à nous de nous dire, ok, est-ce qu'on le traduit en action, cette dimension régénérative, ou est-ce qu'effectivement on attend le prochain concept, Marie-Cécile, comme tu l'évoquais? En tout cas, il a au moins la vertu de faire entrer la complexité dans le sujet et de se dire, à l'heure où tout le monde parle du bas carbone, là c'est le salon de l'immobilier bas carbone, en fait, si je pense un projet immobilier que au prisme du bas carbone, je n'ai pas compris la question. Il faut penser l'eau, il faut penser la biodiversité, il faut penser le lien social, parce qu'il n'y a pas de résilience sans lien social. Donc voilà, au moins il amène la complexité, il amène cet aspect circulaire, contrairement un peu à la logique linéaire du durable. Il amène aussi du positif. Si vous parlez à un chef d'entreprise de sobriété, regardez son visage. Si vous parlez à un chef d'entreprise de régénératif, la réaction va être différente. Donc il y a aussi quand même cette notion... Généralement, c'est mieux compris par certaines strates, visiblement. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même un concept qui draine des imaginaires positifs et qui incite, en ça au moins, il incite au mouvement, à se mettre en action
et à essayer. Donc c'est déjà pas mal. Et aussi, il re-questionne, ça tu le disais aussi Salomé en introduction, il re-questionne la place de l'humain parmi les vivants. Et ça, c'est quand même un gros effort intellectuel, puisque ça fait quelques siècles qu'on est biberonné au fait qu'on est tout en haut de la pyramide. Et donc se remettre au même niveau que tout le monde, c'est quand même un exercice assez complexe. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de ficelles à tirer dans ce concept. Ok. Axel, du coup, tu as la lourde tâche de fermer cette question. Enfin, d'ouvrir. Ouais, donc le dernier qui parle a raison. Bonjour à tous, je m'appelle Axel Morales, je suis designer, j'ai été formé à l'ENSI et je travaille depuis quelques années au sein du Design Lab, aujourd'hui Pulse Design, chez EDF, donc qui est une équipe d'une quinzaine de designers et d'ingénieurs. Qui a une dizaine d'années d'existence et qui dès le départ, on pourrait dire, avait quelques valeurs autour. Ça pouvait être de la frugalité, bien sûr de l'écologie, de l'efficacité énergétique, de l'écologie informationnelle, mais je rebondis sur ce qui était dit, justement sur les 4 rebonds, des bonnes valeurs et des objectifs, mais effectivement peut-être pas assez de rebonds dans sa vision. Et il y a eu quelques projets qui ont amené à engager en fait un regard assez différent sur les choses, notamment en 2019 en travaillant sur la question de l'autonomie et plus ou moins de modèles de société ou de relocalisation de nos ressources, en se disant ça touche quand même beaucoup à la société, ça touche quand même beaucoup à des visions politiques différentes, ça touche quand même beaucoup à des modèles d'infrastructure qui sont pas du tout les mêmes. Et en fait, on a commencé à percevoir qu'on avait des rebonds et on n'avait pas encore découvert le mot design régénératif de notre côté. Peut-être étions-nous un peu incultes, en tout cas moi. Mais ça nous a amené 2-3 ans plus tard à nous pencher clairement sur cette question et aujourd'hui à essayer déjà de la comprendre. C'est ce que je fais en ce moment même avec vous, d'ailleurs, d'essayer de la comprendre. Et de commencer à voir comment elle pourrait se porter ou se mettre en pratique clairement dans nos activités. Et donc en la cherchant, on voit quand même qu'il y a un corpus de recherche et d'écrits dessus. Donc pas complètement un buzzword, parce que si c'est un buzzword, il a été posé il y a quelques années, il y a quelques décennies. Donc il y a vraiment des références qui sont très intéressantes à chercher. Okay. En même temps, il y a clairement, aujourd'hui, les gens aiment bien le ressortir. Et donc en ce sens, il est évidemment un buzzword. Je pense que nous, on s'est globalement un peu toujours méfié de se mettre des étiquettes à nos pratiques. Je dirais juste que pour moi, ce que change le régénératif, c'est qu'il impose un peu à se fixer des objectifs assez clairs sur la régénération et à faire gaffe aux impacts à côté. Et que du coup, ces objectifs-là sont pas, à mon sens, en faisant quelque chose, j'essaie d'être régénératif en même temps. C'est-à-dire qu'on va se dire qu'on va régénérer quelque chose. Et puis derrière, on va mettre peut-être le modèle d'usage, le modèle d'affaires, que sais-je, qui va permettre d'engager cette régénération. Parce que pour moi, c'est une pratique qui aujourd'hui est encore justement fragile. Et si on veut l'incorporer un peu dans la pratique du design, commençons simplement et disons qu'on va déjà faire un truc, on n'essaye pas de régénérer en même temps, mais on essaye de régénérer. Et on voit si on y arrive, et sur de nombreux plans, parce qu'on a parlé de rebond 2, 3, 4, mais en fait la balle elle part aussi, c'est une balle culturelle, c'est une balle sociétale, c'est une balle infrastructurelle, c'est une balle écologique, c'est une balle économique et sociale, donc en fait c'est pas mal de balles à suivre, donc c'est assez compliqué. Effectivement, voilà. Il y a pas mal de rebonds. En parlant de rebonds, je vais rebondir du coup sur quelque chose que tu as dit, parce que justement je voulais poser une question à Fabrice sur ce côté justement approche régénérative, qu'on entend en France en tout cas que depuis quelques temps, alors que le processus existe quand même depuis des décennies. Donc pourquoi ça arrive seulement maintenant en fait ce terme-là? Ok. Je pense que comme tous les termes, comme tous les termes et les sujets d'études et sans surprise, il y a quand même à la base soit des gens qui sont sur le terrain et qui le font, mais qui du coup en parlent pas. Ouais. Et donc, tu n'auras jamais d'écrit et ça ne va pas avoir une expansion culturelle de malade. Ouais. Et après, tu as des intellectuels qui, du coup, discutent entre intellectuels et qui, donc, du coup, formulent des papiers avec leur propre langage
qui va rester cloisonné un peu là-dedans jusqu'au jour. Qui est pas assez vulgarisé. Voilà, jusqu'au jour où il y a d'autres gens qui vont se dire, il y a quand même un truc là-dedans qui a l'air d'être intéressant. Je vais en faire un autre type de papier qui est un peu plus accessible. Et puis après, tu as peut-être un cabinet de conseil qui va le reprendre. Il va en faire un guidebook. Le guidebook, ça va devenir un outil. L'outil va être vendu en masse. Et hop, ça fait un buzzword. Et après, ça s'étend. Donc il y a toujours, je pense, un laps de temps, il y a toujours 20, 30 ans avant qu'il y ait. C'est des cycles en fait il y a des émergences de concepts et puis après ça arrive quoi. Et donc le régénératif pour moi c'est un peu la même chose, même si il y a énormément de termes connexes qui existent aussi et qui sont pratiqués. Tu vois, quand on préparait, tu parlais de la permaculture, pour pouvoir expliquer simplement la chose. Mais c'est un peu ça, quoi. La permaculture, ça existe depuis un paquet de temps. Ça ne veut pas dire que c'est encore généralisé de partout et on ne fait pas que de la permaculture. Voilà, mais ça rentre petit à petit. Et donc, on est un peu à la bourre aussi, nous les Français, parfois. Et voilà. Et il y avait la dernière brique, qui est le fait qu'en France, malgré le fait qu'on a tous quand même la même connexion Internet, on a quand même un décalage culturel par rapport au monde anglophone. Alors j'imagine que c'est lié au fait qu'on n'est pas encore tous à vouloir rentrer dans l'anglais first en termes de consommation de contenu ou quoi que ce soit. Donc du coup on garde un décalage et on attend qu'il y en ait qui aient récupéré les contenus anglais pour les basculer en français. Et là du coup ça commence à venir quoi. Mais du coup pourquoi ces réflexions ne naissent pas en France en fait? C'est un peu le truc qui me... Moi je suis en mode pourquoi en fait c'est pas nous qui avons ces réflexions là? Qu'est-ce qui fait que eux les ont avant nous? Est-ce que c'est parce que les États-Unis sont quand même précurseurs dans pas mal de choses? Ils sont plus grands, alors ils ont plus d'extrêmes. Et du coup, peut-être qu'ils ont des problématiques qui arrivent avant nous et c'est ce qui fait que... Ils ont dégénéré un petit peu trop rapidement leurs écosystèmes. Voilà. Du coup, ils se disent... Non, puis il y a le fait que... Moi, je pense qu'il y a une logique par rapport juste à l'anglais, en fait. Quand tu rentres dans le monde de l'anglais, tu peux avoir des gens, surtout maintenant, sur toute la planète, qui vont commencer à connecter leurs idées, à créer des concepts, à imaginer des choses. En général, il y a quand même encore une grosse tendance aux Français, surtout aux Français qui est plus dans des secteurs scientifiques ou institutionnalisés ou quoi que ce soit, à rester un peu cloisonnés dans cette langue qui est très belle, je la bloque pas, mais du coup ça silote en fait la pensée et ça limite les rebonds justement avec d'autres quoi. Et je pense en plus de ça, et on a une amie en commun qui est anthropologue et du coup elle connaît bien un petit peu le fonctionnement scientifique, mais qu'il y a certainement peut-être des gens qui ont écrit des papiers de 200 ou 300 pages ultra précis sur l'approche régénérative, mais qui ont été lus juste par leur père et qui n'ont jamais réussi à remonter dans le commun. Ouais. Par manque de vulgarisation, quoi. Why don't you speak English, my dear Fabrice? On pourrait faire cette conférence en anglais si vous le souhaitez. Mais... Non, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de vulgarisation, moi, elle m'intéresse beaucoup. Enfin, c'est aussi le concept de l'émission. Mais on a ce truc de si on n'utilise pas des termes simples pour expliquer les choses. Ouais, je pense qu'on oublie souvent que tout le monde n'a pas envie de lire des choses complexes. On a envie d'avoir de l'information aussi de temps en temps qui est simple à comprendre. Et ça reste très important parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités à comprendre les choses. Donc effectivement, je pense que la vulgarisation reste quelque chose de très important. C'est le principe du buzzword. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un peu technique pour que ça fasse un petit peu effet de hiérarchie, quoi. J'avais une autre question du coup pour toi, Flora. Donc c'est ce que tu expliquais, tu travailles chez Bouygues Immobilier. Donc toi, tu n'as pas la casquette de designer, mais tu travailles avec des designers. Donc là, il y a quelque chose de régénératif puisque tu travailles avec d'autres personnes. Donc on a un peu ce côté-là. Mais blague à part, comment ces questions du coup d'approche régénérative, elles sont arrivées au sein d'une telle entreprise et comment tu les mets en place concrètement, comment vous, parce que vous êtes plusieurs, vous les mettez en place? En fait, nous, comment elles sont arrivées? Elles sont arrivées avec le prisme d'un projet en fait, sur lequel on travaille, sur lequel l'équipe qui est là d'ailleurs travaille. C'est ce qu'on a appelé le concept building vivant. Donc, on a des projets qui sont très business, mis sur le marché, etc. Et puis, on a des projets qui sont un peu plus prospectifs. C'est le cas des concept building. C'est un peu l'équivalent d'un concept car dans l'automobile. L'idée, c'est de s'affranchir, dans un premier temps, de contraintes techniques, financières et de se dire, si on a une ambition et qu'on veut la retranscrire dans le cadre bâti, comment on s'y prendrait? Et donc là, on s'est donné pour mission de travailler sur une ambition qui est, en gros, de reconnecter l'humain au vivant. Rien que ça. Donc bon, c'est un sujet assez complexe. On a rencontré pas mal d'experts, anthropologues, paysagistes, écologues,
sociologue, philosophe. Voilà, on a aussi un peu mûri chemin faisant sur cette problématique. Et on en est venu à finalement découvrir un peu cette notion de régénérative. Donc d'ailleurs, une bonne partie de l'équipe a suivi une formation sur l'économie régénérative. Donc c'est une formation en ligne qui est dispensée par la Butterfly School. Et en fait, elle nous a quand même beaucoup aidé dans nos réflexions. Alors sur ce concept building, mais j'y reviendrai tout à l'heure, sur ce concept building vivant, on s'est dit finalement comment est-ce qu'on peut travailler cette reconnexion humain-vivant. On est parti sur 3 grands principes. Ouais. Et après, en fait, on est vraiment dans un cadre assez souple où vraiment on ouvre des portes, on pose des questions, plus qu'on donne des prescriptions et on dit aux équipes, voilà, il faut faire ça, etc. Je pense que les solutions, elles sont vraiment à trouver ensemble. Mais on s'est dit, le premier pilier, et c'est évident, et beaucoup d'architectes travaillent déjà dans cette mouvance, c'est travailler avec le déjà là. Donc le déjà là, c'est le paysage, c'est l'environnement, c'est aussi l'histoire. Quand on regarde la Cité des Halles, voilà, on va conserver dans le projet immobilier les halles qui rappellent l'histoire industrielle de ce site. Voilà, l'idée, c'est de ne pas plugger des projets sortis de tiroirs dans des territoires et faire fi de tout ce qui s'est passé avant sur un site. Donc ça, je pense que ça vous parle en tant que designer. Le deuxième, c'est de générer des liens équilibrés entre vivants et notamment entre humains et vivants non humains. Donc en gros, comment est-ce qu'on essaie de remettre l'humain à peu près au même niveau que ces autres comparses vivants. Équilibre et équité. Exactement. Finalement. Donc ça passe par le fait de sentir et ressentir le vivant, par le fait de mieux le connaître. On a travaillé sur la logique de faire et de faire faire. Ça, c'est une notion qui est venue d'une anthropologue qui nous disait, finalement, quand un maître de chien promène son chien, il a tout à fait conscience qu'en fait, c'est son chien qui le promène lui. Il y a cette notion de faire faire et de dialogue aussi dans l'action. Et donc, on s'est dit, cette notion, elle est intéressante et comment est-ce qu'on peut la pousser dans le bâtiment? Donc ça, on n'a pas toutes les réponses, mais on se dit que c'est un champ qui est intéressant à creuser, en tout cas par la suite. Et puis, on a rencontré une anthropologue qui nous a dit, finalement, il y a un peu de temps, finalement, si on regarde les bâtiments aujourd'hui, ils sont inertes, ils sont morts, ils n'ont pas d'âme. Ils sont l'inverse de ce qu'on pourrait décrire comme vivant. Donc, en fait, il est là le problème. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire d'un bâtiment un être vivant ou lui donner des propriétés du vivant? Donc, elle nous avait parlé à l'époque des arbres qui communiquaient entre eux via le mycélium, etc. Donc, on trouvait l'idée intéressante, mais on ne savait pas trop par quel bout prendre le sujet. Parce que le mycélium, c'est intéressant, mais bon, ça reste quand même assez conceptuel là, par rapport à l'immobilier d'aujourd'hui. Et c'est là que cette formation sur l'économie régénérative, elle est venue nous donner un peu un cadre de pensée, en nous disant, en fait, il y a déjà 9 propriétés dans le vivant. Et en fait, ces 9 propriétés, c'est autant de sous-chantiers qui peuvent nous aider à ouvrir des réflexions, à poser des questions, à faire des ateliers de co-création avec nos partenaires, nos équipes. Et du coup, je vais vous en citer, je n'ai peut-être pas le temps de détailler les 9, je regarde Salomé, mais... En tout cas, malheureusement, non. Quelques-unes de ces propriétés, c'est par exemple la diversité. En gros, la diversité, c'est une des conditions de robustesse du vivant. Une monoculture, elle est beaucoup plus vulnérable qu'une culture, on parlait de permaculture tout à l'heure, qu'une culture diversifiée avec plusieurs espèces. Et en fait, si on le retranscrit à la ville, oui, un quartier résidentiel pur, ça devient un quartier dortoir, et en fait, personne n'a envie de vivre là. Les quartiers de bureaux sont bien questionnés en ce moment. Donc en fait, voilà, la diversité et la robustesse, je pense qu'appliquée à la ville, ça fait complètement sens. C'est cette logique de mixer les fonctions. Il y a cette notion aussi d'interdépendance, ça c'est un autre principe du vivant. Quand on parle d'une pomme, c'est pas une pomme, en fait c'est une pomme, un pommier, un sol, le soleil, c'est tout un écosystème. Et donc dans la ville, c'est pareil. Là, si on regarde la Cité des Halles, en fait, c'est tout un écosystème qui a été recréé. En fait, voilà, ce qui permet aussi aux artisans, aux artistes d'être connus, c'est aussi la dimension événementielle du site, etc. Donc il y a vraiment... Oui, il y a ce truc de réseau et de connexion. Exactement. Que les choses vont fonctionner entre elles. Et ça fait beaucoup sens aussi à l'échelle de la ville, du quartier. La logique de création continue. Là encore, Cité des Halles, on se dit il y a des artisans, il y a des artistes, il y a des événements, des animations, etc. Il va y avoir l'EM Lyon qui va s'installer. En fait, oui, un quartier, une ville, elle vit, elle évolue.
Et en 2024, elle n'aura pas la même tête qu'en 2030 et encore heureux. Donc voilà, cette notion de création continue, comment est-ce qu'on fait pour la booster encore dans nos projets ? Donc voilà, il y avait pas mal de paramètres qui faisaient beaucoup écho finalement à la manière dont on veut faire mieux, en tout cas quand on pense la ville et des quartiers, quoi. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Désolée pour le petit rush. Du coup, on va enchaîner. Je suis désolée, ça va aller assez vite, mais on doit quand même pas mal enchaîner. Marie-Cécile avait une question pour toi. Attention. On l'a dit, en fait, le régénératif, du coup, prend en compte tous les êtres vivants dans l'écosystème. Seulement, on s'est rendu compte ces dernières années qu'il y a des activités qui ne sont absolument pas régénératives, absolument pas liées aux vivants avec un grand V et un S, et pour lesquelles, du coup, c'est compliqué à appliquer, le régénératif. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces entreprises-là, de ces activités-là ? Est-ce qu'on arrête tout ? Est-ce qu'on revient en arrière ? Que faire ? C'est la grande question. Que faire ? On sait pas trop, mais on a quelques pistes. Ouais. Pour ma part, donc voilà, au-delà d'être designer critique, je suis aussi redirectionniste écologique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Jamais entendu ce mot. Voilà. Ça, on commence à en parler un petit peu, c'est bien. Au lieu de dire on va verdifier, ou alors on va transitionner, ça prend l'existant et puis le faire changer, ou alors, je sais pas, bifurquer. Nous, on redirige, c'est-à-dire qu'on se dit, il y a un existant, voilà, on fait avec. On va réfléchir à cet existant. Est-ce qu'il y a des gens qui sont attachés à ça, ou est-ce qu'il y a des vivants non humains qui sont attachés à ce truc-là aussi ? Qu'est-ce qu'il y a comme interdépendance ? Et du coup, grâce à ce jeu de débat et d'analyse, on se dit qu'est-ce qu'on garde pas ? Et si on garde pas, on va pas tout péter comme ça, un peu viriliste. Allez, bon. Ce geste, voilà, c'est bon, on va tout casser. Non, on n'est pas là pour tout. Non, on est là pour accueillir, être un peu des bons ancêtres et se dire, cette infrastructure pas super sympa, au lieu de juste la détruire, on va peut-être la réaffecter, peut-être lui donner un nouvel usage, ou alors lui réfléchir à comment on va, je sais pas, il y a des gens qui travaillent sur comment on va signaler à nos futurs descendants qui n'auront peut-être même pas le même affaire avec nous, qu'il y a des sites nucléaires, par exemple, de stockage de déchets nucléaires, qui sont pas super cool. N'y allez pas, s'il vous plaît. Donc, comment on arrive à transmettre le fait que ça, on va devoir en hériter, en fait. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc la redirection écologique, elle se pose ces questions-là de on va pas tout péter, on va quand même devoir réaffecter des choses, on va devoir peut-être réfléchir à ce qu'on va en faire, et on va pas le faire comme des brutes, on va le faire de manière réfléchie, concertée, avec un esprit de justice sociale et puis avec une réflexion design derrière aussi. Ouais. C'est ça. Donc non, on n'est pas là pour tout péter. Il y a quand même des choses qu'on sait déjà aujourd'hui qui sont foutues. Je vous renvoie au fantastique physicien José Alloy qui nous parle de technologie zombie. C'est-à-dire qu'elles sont... C'est ça comment, José Alloy ? José Alloy, H-A-L-L-O-Y. Et ces technologies zombies, si vous googlez ça, vous allez trouver des petites conférences sympas. On l'a fait intervenir d'ailleurs à Ethics by Design, le petit événement tous les 2 ans qu'on fait avec le groupe Designer Éthique. Et José, donc, technologies zombies, c'est-à-dire qu'elles sont là, les technologies, mais on sait déjà qu'on ne pourra pas les faire perdurer, qu'on ne pourra pas les alimenter, enfin les objets connectés par exemple. Ouais. C'est des milliards d'objets connectés sur Terre. On sait déjà que d'ici à horizon 20-30 ans, on n'aura strictement pas assez d'énergie. On ne pourra pas générer suffisamment de courant électrique pour tous les alimenter. C'est génial. Mais pour autant, il y en a encore qui débarquent dans nos vies. Donc voilà, on n'est pas là pour tout jeter. Moi, je propose, en tout cas la redirection magique, elle propose de réfléchir un petit peu à se dire, bon... Il y a des organisations, voilà. Et ces organisations, c'est des gens, c'est des moyens. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on leur propose de faire ? Quel projet de société on réfléchit avec ces personnes et avec les écosystèmes qui sont dedans ? Je ne sais pas si ça va. Si. Tu me permets un petit exercice de 2 minutes ? Non, vas-y. Parce que c'est devant moi, juste sur cette table là. Allez, Tagada. L'entreprise qui fabrique ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on considère que la fraise Tagada, elle doit rester dans notre société ? Ou est-ce que c'est pas nécessaire et que du coup il faut peut-être rediriger la boîte qui fait ça ? Tu pars d'un exemple un peu simple. Moi, je te propose de rediriger la conquête spatiale. Pas mal aussi. Alors, on garde pas. Vous préférez quoi ? Petit sondage.
J'aime bien le côté fraise tagada parce qu'on est sur un truc vraiment, tu vois, un peu pur plaisir de ce truc. C'est est-ce que c'est on vraiment est sur deux extrêmes, un truc très micro, un plaisir très individuel, et en même temps, après la conquête spatiale, qui est pour certains une nécessité de société de se dire faut qu'on puisse se projeter sur autre chose que notre existence là sur cette terre. Moi, je vous propose qu'on fasse les deux. Oui, on garde le souvenir, tout ce qui va avec les fraises tagada, le bien-être et tout le sucre. Et non, moi je garderai pas la conquête spatiale. Je me dis, j'ai pas tellement envie d'aller sur Mars. Moi, la perspective de vivre dans une petite bulle comme ça, elle a moyen, sans pouvoir manger de légumes frais, sauf s'ils sont cultivés. Ah bah non. Mais par contre, je garde les machines à IRM qui ont permis de diagnostiquer des maladies chez mes proches et qui sont sauvées. Comment toi tu décides que ce truc-là il est bien ou pas? Parce que toi tu as ton avis sur une question. Après, je sais pas, Madame X, elle va venir, elle va dire bah moi la conquête spatiale, je trouve ça absolument merveilleux. Ça peut apporter telle ou telle chose. Peut-être que sur la science, ça va apporter telle ou telle chose. Du coup, qui pourrait décider de ce qui est bien ou pas, ce qui va être régénératif ou pas? Comment? Enfin, tu vois, c'est des questions qui sont quand même. C'est un bordel en vrai. C'est le bordel. On prend la fraise tagada. Je regarde, non mais c'est vrai, c'est important. Je regarde cette fraise tagada. Va-t-il la manger? C'est ça le suspense. Il y a mon cerveau qui me dit non, t'as pas besoin de cette fraise tagada. Voilà. Il y a une autre partie de moi, les petites bactéries à l'intérieur, elles me disent franchement, il y a du sucre et tout, ça va être un énorme kiff. Après, il y a encore une autre partie de moi qui me dit ouais, ça va être un kiff, mais du coup, ça va me faire du mal et machin, ça va durer 30 secondes. C'est un bordel, on est d'accord. On vit tout ça au quotidien, que ce soit pour la fraise tagada ou pour tout le reste. Après, l'idée, c'est d'accepter que c'est le bordel. Et que du coup... Ah non, tu l'as touché, mange-la. Voilà, tu vois, et il y a encore ça aussi. Il y a la responsabilité de l'avoir touché qui va faire que je vais me dégénérer pour respecter le fait que du coup je l'ai touché. Mais je vais la manger. Juste pour faire un tout petit rebond sur la démocratie, enfin en tout cas les processus qui vont nous permettre de décider globalement ensemble de ce qu'on garde ou pas, bah, c'est ce qu'on appelle des protocoles de renoncement. Comment on arrive à designer ensemble des protocoles adaptés à chaque personne. Est-ce que vous pouvez juste parler un petit peu plus fort parce que tout le monde est en train de boire sa petite binouse dans le fond. Ouais. Les protocoles le brouhaha est intense. C'est le point le plus important, le protocole de renoncement. Venez tous. On est foutus là. Hurler dans les micros. Si vous ratez ça, vous ratez tout là. C'est dégénératif de rater ça. Donc on n'a pas les réponses, mais par contre il faut qu'on décide de ça de manière démocratique. Moi en fait il y a deux choix. Soit on va on laisse les choses se décider toutes seules parce que y a des crises environnementales qui nous forcent à prendre des décisions à la dernière seconde, ou alors on attend que des régimes autocratiques un petit peu dégueulasses viennent prendre la place pour prendre les décisions. Soit alors on réfléchit un petit peu avant, on réfléchit à des protocoles de renoncement pour voir comment localement ou plus globalement on arbitre en fait. On se dit ça on garde pas. Et je pense que tu as un point important sur les deux exemples qu'on donne là, il y a le global et il y a le local. Exactement. Ça veut dire que ça, en gros, cette entreprise, on pourrait la fermer, on pourrait la rediriger sur autre chose. Et après, d'un niveau très très local, il y a des gens qui vont peut-être avoir envie d'avoir des fraises tagada et donc du coup ils vont faire une fabrique ultra locale où tu peux manger des fraises tagada. Vous avez deux extrêmes d'ailleurs, parce que là on a une entreprise pas ouf et à côté on a une entreprise très locale très ouf. Voilà, tu vois. C'était un peu mon but de vous faire... Et même en termes de... Parce que tu parlais tout à l'heure de l'importance du régénératif, ça amène quelque chose qui est sur des imaginaires qui sont plutôt positifs, tu vois. Moi, j'aurais un énorme kiff. On a fait un atelier cet après-midi là, pour imaginer 2063. J'aurais un énorme kiff, je sais pas vous, mais de me dire qu'il y a que certains endroits, un peu comme avant, mais que certains endroits dans la planète ou même en France où tu peux trouver des fraises tagada. Et du coup, si je les veux, faut que j'aille là-bas. Et que j'aille voir ces gens qui se sont dit, il faut qu'on ait des fraises tagada tous les jours. Et ça sera des gens qui seront géniaux parce que ça sera pas du tout comme moi où du coup, nous, on n'a pas ça et on a d'autres trucs. Et tu recrées une culture en fait, et tu recrées une diversité. Et tu régénères d'une certaine manière à un niveau plus haut en partant d'un truc tout con d'après tagada. Voilà. Mais c'est pour ça que c'était des bons exemples, vos deux exemples. T'as fait exprès de les mettre ces fraises tagada là. Mais tu vois, les deux, j'ai deux extrêmes. Ouais, pas mal, bien joué. Exprès. J'ai une question pour tous les deux. Alors vous répondez comme vous voulez. Qui veut répondre? Alors on change un peu d'angle d'attaque, on va dire. Dans le domaine des entreprises, ces dernières années, on a beaucoup parlé de la RSE, de la B Corp. Alors si vous n'êtes pas familier avec ces termes, la RSE, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Donc en gros, c'est une demande de l'État qui vous demande, quand vous avez une entreprise assez grosse, généralement, mais ça devrait être pour tout le monde, que vous ayez un impact positif sur la société, mais tout en étant économiquement viable, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, faut pas l'oublier.
Et le B Corp, c'est une certification. Donc généralement, c'est les entreprises qui vont aller chercher cette certification pour prouver qu'ils ont une certaine transparence, qu'ils font des efforts. Donc c'est un système de points. Et plus vous avez de points, plus vous êtes géniaux et plus vous êtes... Voilà un petit peu pour remettre dans le contexte. Moi, je voulais voir avec vous, est-ce que ces actions, elles font partie du design régénératif? Et comment faire en sorte que tous ces questionnements d'approche régénérative, elles soient autant, voire plus importantes que la valeur financière, la valeur économique que recherchent les entreprises? La valeur financière, économique, forcément, elle est là, elle fait partie de notre quotidien, elle fait partie des économies de projet. Et en fait, ça pourrait être tentant de dire « Ouais, venez, on s'en fout, et demain on fait un projet. » Voilà. Sauf que je ne suis pas sûre que ça durerait très longtemps, donc est-ce que ce serait plus productif? Je ne sais pas. Donc du coup... Quelques années. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que l'un ne va pas sans l'autre. C'est un peu une réponse de Normand, donc c'est peut-être pas très satisfaisant, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le modèle financier pur, là, il est quand même bien remis en question. Hein. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Il y a quand même une crise de l'immobilier qui est à la fois conjoncturelle et structurelle. On est sur une ressource, le foncier, qui est une ressource qui est quand même finie, avec une réglementation sur la zéro artificialisation nette qui s'impose, sur la stratégie nationale bas carbone qui va borner aussi les émissions de carbone. Donc, enfin, voilà, à un moment, de se dire on va continuer à faire comme on a toujours fait, avec les mêmes résultats qu'avant en termes financiers, je pense que c'est un peu challengé en ce moment, hein, pour le dire gentiment. Donc voilà, la question du régénératif, pour moi, elle s'impose un peu comme une voie de sortie en se disant, bon, on voit que le modèle... à l'ancienne, bon, soit on croise les doigts, on continue et on espère que ça tienne le plus longtemps possible, soit dès maintenant on se dit ok, comment est-ce qu'on arrive à faire mieux, à faire différemment, à intégrer des principes sans que ce soit forcément révolutionnaire. Enfin, là on est déjà sur un projet quelque part qui est régénératif, on est à la Cité des Halles sur une ancienne friche industrielle sur laquelle on va réimplanter un parc d'1,5 hectare. Alors peut-être que oui, c'est pas le projet qui coche toutes les cases du régénératif et qui cochera certaines cases dégénératives, etc. Mais quelque part, sur plein d'aspects, sur la partie redonner cet espace aux Lyonnais, sur la partie lien social, lien avec le monde de la culture, avec l'artisanat, la production en ville, la biodiversité. Finalement, on va venir régénérer ce site. Donc, j'ai envie de dire, c'est possible et c'est déjà en train d'être fait comme sur ce type de projet. Ouais. Donc, voilà, moi, je pense que la voie de sortie, elle est plutôt par là. Je rebondis très rapidement sur ce côté, justement... Pardon, vas-y. Non, mais c'était sur le côté RSE. Et même chez EDF, ils ont... Alors, je pense que maintenant, ils nomment tout ça impact, mais avant, il y avait aussi... RTE, pas le distributeur d'énergie, mais responsabilité territoriale d'entreprise. Quand on a commencé à s'intéresser au régénératif, on a eu cette humilité de se dire, tiens, peut-être que c'est pas nous, designers, les premiers à s'être dit, et si on faisait les trucs bien, peut-être que y a des ingénieurs, on va pas se cacher, EDF est une boîte avec beaucoup d'ingénieurs, qui se sont dit, on va faire des trucs bien. Donc on a commencé en fait par ça, par aller voir, notamment côté hydro, parce que un rapport très fort au territoire, et puis le nucléaire a une histoire particulière. L'hydro a une histoire un peu continue qui nous accompagne depuis 70 ans environ, enfin même plus longtemps, mais on va dire chez EDF depuis la création. Et on est allé voir en fait qu'il y avait quand même des choses qui étaient peut-être pas l'ordre de la régénération, mais de l'ordre de la réparation et de la restauration qui étaient déjà assez fortes. Ça pouvait être changer complètement un barrage pour que les saumons puissent le remonter, restituer la sédimentation naturelle d'un cours d'eau, parce que sur une réserve, la manière dont on avait fait les choses a amené un envasement. Enfin, ça va être des sujets comme ça très concrets, et puis plein d'indicateurs aussi sur leur manière de mener les chantiers et tout ça. Et en fait, pour nous, ça a été une grosse réserve d'apprentissage, parce qu'on s'est dit, déjà, c'est plein de trucs à voler qui sont bien. Et puis pour pouvoir se vanter, il faut se dire comment on va faire mieux, et donc qu'est-ce qui va nous distinguer en approche justement régénérative, et peut-être toucher d'autres choses qui étaient un peu moins présentes, enfin déjà un petit peu, mais de l'ordre des communautés, de la culture locale, des usages qu'on pouvait en rencontrer parfois, mais qui étaient peut-être moins présentes. Ouais. Et là, on était plus en train de cocher des exigences écologiques qui s'affirment de plus en plus, et que EDF suit. Et on a la chance de ne pas être que drivé par la question économique. C'est devenu une entreprise à mission. Ça nous a un peu aidé à donner une voix à ce qu'on tentait de faire.
Mais voilà, il y avait quand même, heureusement, un nid de pratiques existantes où les gens parlaient pas trop. On a dû aller les fouiller, mais qui étaient en fait donc il y a eu quand même une action pour aller voir justement toutes ces choses-là. On a essayé de commencer par ça en tout cas. Et juste une analogie rapide avec l'économie, parce que je pense que c'est un peu le nerf de la guerre encore. Qu'est-ce que ça serait l'économie, le flux argent, en analogie par rapport à nous, notre corps? Ça serait quoi? Ça serait genre la nourriture, l'eau, je sais pas. Pour moi, il y en a même. Pour moi, il y en a même pas. Non, c'est en fait qu'est-ce qu'on récupère d'extérieur et qui nous permet d'avoir une ressource à l'intérieur. Enfin, peu importe si c'est l'eau ou si c'est la nourriture, mais ce que je veux dire par là. Tu la rends. Ouais. Bah oui, non, mais tu peux aussi. Non, mais tu peux aussi. Oui. Bref, bon, du coup, disons que c'est la nourriture. Dégradé. D'accord. Mais est-ce qu'on a un focus absolu juste sur la nourriture? Non, on a un focus sur la nourriture, sur l'eau, sur le fait qu'il faut qu'on dorme. Enfin, il y a plein de dimensions. Ouais. Et du coup, si on me disait à partir de maintenant, tu regardes que ce que tu manges, bah ça marche pas en fait. Alors que le modèle simplifié économique des entreprises, c'est d'avoir des indicateurs sur un seul flux. Et du coup, t'oublies tout plein d'autres flux. Ouais. C'est juste qu'en fait, on les a jamais mesurés vraiment et jamais vraiment regardés. Ça veut pas dire qu'ils étaient pas là. C'est pour ça que des fois, on se dit, pour répondre au sujet, est-ce que c'est une nouvelle tendance ou quoi que ce soit? Est-ce que du coup, c'est que maintenant qu'on le fait? Bah en fait, on s'en rend compte qu'il faut le faire. Ouais. Mais en fait, on le fait dans tous les cas. C'est juste qu'en fait, on n'en avait pas conscience. Donc là, on commence à injecter des points de conscience sur l'entreprise en disant qu'il y a le bien-être des collaborateurs, qu'il y a d'autres types de flux, qu'il y a d'autres types d'externalités. Et du coup, en fait, c'est juste qu'on est de plus en plus conscient et qu'on rajoute des briques et qu'on a toujours été là, en fait, et qu'on a juste sorti de notre champ de vision, quoi. Ok. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce truc de rapport. Effectivement, l'argent, avant, c'était vraiment qu'un truc. Là, effectivement, on commence à avoir d'autres choses qui arrivent. Alors, après, on peut se poser la question de est-ce que ces questionnements-là arrivent pour les bonnes raisons ou pas? Des fois, j'ai l'impression que les entreprises mettent en place ça juste parce que, justement, ça commence à émerger. On se dit, ah, il y a ce truc-là qui est en train d'émerger. Bon, bah, avant qu'on se fasse un petit peu emmerder, on va prendre les gens, on va y aller. Ça reste positif dans le sens où, du coup, c'est mis en place. Mais voilà, c'est un peu un questionnement que j'ai là-dessus. Si je peux me permettre, l'économie ne prend pas en compte les services écosystémiques. Et il y a des initiatives qui cherchent à essayer de chiffrer ce que ça représente pour une entreprise, le service écosystémique de l'eau, de la photosynthèse. Enfin, je veux dire, la photosynthèse, sans ça, c'est foutu. José Alouel dit très bien d'ailleurs, le vivant fonctionne avec Schnops. Enfin bon, c'est carbone, hydrogène, machin truc. Enfin voilà, c'est très, très, voilà. Il n'y a plus de photosynthèse, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Frestagada, il n'y a plus de conquête spatiale, il n'y a rien. Voilà. Le blackout. Voilà, le blackout. Non, mais ouais. Et du coup, on commence. Enfin, je pense qu'il y a aussi des entreprises qui se retrouvent acculées et qui se rendent compte qu'en fait, les actifs, c'est pas que les actifs financiers, et les actifs humains, les actifs. Il y a d'autres choses qui sont valorisables, mais qui sont aussi essentielles à leur fonctionnement. Ouais. Nous, en redirection, on appelle ça les conditions d'existence. Genre. Par exemple, les conditions d'existence d'un smartphone, c'est l'exploitation des minerais rares par des enfants. Sans ça, il n'y a pas de smartphone. Bon, après, j'ouvre une autre porte. On va revenir sur le régénératif, parce que moi, je parle beaucoup de... Non, mais on pourrait en parler. Enfin, c'est des sujets qui sont quand même importants. Et c'est aussi le but de cette table ronde aussi. C'est d'ouvrir aussi sur d'autres sujets. Donc c'est très bien. Tu parlais justement de mesurer. Donc ça, c'est une question que je voulais te poser, Axel. Est-ce que vous, au sein d'EDF, vous avez tenté du coup de mesurer ces impacts-là, les impacts régénératifs ou les impacts avec une approche régénérative? Et est-ce que c'est même possible en fait de mesurer ces impacts-là, sachant que c'est très vaste et complexe? Alors, déjà, en fait, on a produit un article sur la question du régénératif. C'était un peu une synthèse de ce qu'on a fait. Et je dis on de manière complètement éhontée parce que j'ai rien écrit de cet article, des personnes dans le laboratoire. Et juste je le cite parce qu'il y a dedans des nombreuses références à Manzini et un ouvrage de 91 sur justement la question du fait qu'il reconnaît une vraie part d'intuition et de création et de posture importante dans le designer, et moi j'y crois aussi profondément. Et en même temps, il affirmait que la posture écologique n'allait pas non plus se faire sans des outils ou des instruments et des méthodes qui permettent de la mesurer. Et de fait, on s'est plutôt inscrit dans cette philosophie-là. Donc, on a essayé, nous, de se dégager une douzaine d'indicateurs qui nous permettraient de un peu balayer un projet à 360. Ça ne sera jamais complètement le cas. Et puis, en plus, on n'arrive généralement pas à remplir les 12 indicateurs. Mais ça, en fait,
Ça a le mérite déjà d'être un peu autoréalisateur. C'est-à-dire que le simple fait qu'on ait à se poser la question, on va voir si on peut faire quelque chose dans ce sens-là. Je pourrais les citer, mais on va dire qu'il y a des choses qui vont être sur le cycle de l'eau, d'autres sur la préservation des infrastructures. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre sur la régénération des sols. Enfin, voilà, il y a des sur la mise en valeur des patrimoines culturels. Enfin voilà, ça touche une douzaine. Derrière, on s'est un peu mis des indicateurs qui peuvent être un peu plus tangibles de qu'est-ce qui nous relie à ces trucs-là. Mais je vais pas dire les 12 indicateurs de base. Je vais pas commencer à partir sur ceux qui sont en dessous. On tâtonne avec ça. On essaye aujourd'hui de l'appliquer dans les premiers projets où on mène une démarche régénérative. Pour le moment, ça a vraiment eu la qualité de en fait nous faire voir nos terrains pas comme on le faisait avant. Et de coup, de devoir faire appel à d'autres personnes, notamment on bosse pas mal avec aujourd'hui les disciplines du paysage, qui ont un peu une tendance aussi assez holistique dans leur approche. Voilà, ça nous a changé en tout cas la manière dont on débarque sur un projet et dont on le regarde. Et donc aujourd'hui, il faudrait qu'on ait un projet régénératif est jamais fini, mais il faudrait qu'on ait au moins fini notre action. Par contre, pour mesurer quelque chose, aujourd'hui, on n'a pas encore fini les actions en cours, donc c'est une mesure qui s'affine avec le temps, quoi. Ok, justement, ça me permet de rebondir. Alors promis, il nous reste plus que 2 questions et après on vous libère. Mais du coup, ça me permet de rebondir sur cette question-là. L'un des principes de l'approche régénérative, c'est de s'adapter en fonction de l'évolution. Sauf que moi, j'ai un problème, c'est que tout évolue beaucoup trop vite. Donc comment on s'adapte à un truc qui est en changement permanent? Ah mais c'est d'accord. C'est une question ouverte. J'ai pas forcément de réponse, mais... J'ai juste un début de réponse qui est par rapport même à la complexité inhérente qu'on évoque depuis le début. C'est vraiment, et en tout cas pour commencer, et c'est ce qu'on essaye de faire, restreindre à fond. C'est-à-dire le design à la base, c'est un peu véhiculaire. En tout cas, le design industriel, c'est pensé comme quelque chose, la production de biens ou de services qui peuvent se propager un peu partout. Ça marche moyen avec le régénératif, pour nous en tout cas, si ce n'est pas du tout. Donc on essaye vraiment d'agir. On va agir sur une infrastructure à la fois, un bâtiment. On va essayer même de mobiliser des acteurs s'il y a différents acteurs mobilisés qui soient autour. En fait, on va essayer de resserrer les choses tout le temps pour pas que ça parte en sucette et qu'on arrive à garder un peu une trace des choses. Et donc, potentiellement, d'imaginer comment ça peut évoluer parce qu'au plus on restreint le système, au plus on est un peu capable de voir qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer dedans. De manière très floue, mais quand même, c'est une première aide. Absolument. On se rend bien compte que l'attracteur globalisé, tout globalisé, ça a vraiment ses limites. Pour le coup du changement, effectivement, c'est un truc qui a changé ma vie quand je me suis dit, mais en fait, tout change. Même les cellules au sein de mon corps changent en permanence. Je vieillis, je ne rajeunis pas, mais... Bon, ça change. Et effectivement, le design, il a cette capacité, l'esprit design, la pensée design, il a cette capacité vraiment très forte à être capable de percevoir les changements, de changer de posture, de s'adapter. Enfin, nous, on est en perpétuel, je pense que je parle à des convaincus, perpétuelle adaptation par rapport aux postures des gens qui sont en face de nous, surtout dans des problématiques comme la crise écologique, les multi-crises à notre portée, n'est-ce pas? Bien trop. Et finalement, on est en perpétuelle adaptation de notre discours pour accrocher les personnes qui sont en face de nous, leur ouvrir des portes, leur permettre de rentrer dans un sujet à leur rythme, toujours. Donc oui, le changement, moi, il me fait pas peur, le changement, en fait. C'est inhérent au vivant, en fait. Moi, je pense qu'il y a 2 axes qu'il faut garder en complémentaire. Il y a une part d'intuitif, parce que je pense qu'on a d'énormes capacités. En fait, dans tout le courant régénératif, il y a toujours une jointure. Après, il faut l'ouvrir ou pas, mais lié à la spiritualité, lié à l'intuitif, lié à d'autres capacités de perception qu'on peut avoir entre êtres humains. Parce que la complexité, si on essaye de toujours la rationaliser, on n'arrive jamais au bout, sauf quand on est à la course à l'IA où on dit qu'on va être capable de tout calculer. C'est une voie. Et après, il y a une autre voie sur la dimension de l'intuitif. L'exemple pour ça, c'est ceux qui n'ont pas encore d'enfants, ils découvriront, mais quand tu as un bébé, tu es dans un changement perpétuel de toutes les heures, de tous les mois, dans un état de fatigue qui ne te permet pas de précalculer les choses et où du coup tu dois être dans une réaction absolue à la chose. Donc tu es assez proche des fois de situations qui peuvent être chaotiques. Donc en gros, tu ne peux pas recaler dans ton cerveau, tu es juste obligé de vivre le truc. Pour autant, l'enfant, il survit et toi tu survis et en fait ça se passe, quoi. On a des capacités comme ça. Et je parle pour un enfant parce que moi, ça me paraît être un bon exemple assez complexe. Je ne saurais donc jamais m'adapter. C'est cette partie, mais il y a plein d'autres dimensions pour s'adapter.
pense que... volontiers. Voilà. Un petit chien, ça me va. Voilà, tu peux voir des chiens aussi, ou d'autres, justement, tout ce qui est vivant, en fait, en gros, vu que ça change tout le temps et ultra vite. Mais même nous, en fait, c'est vrai que c'est ce que tu as dit. Mais même ton pote, du coup, il est de bonne humeur, puis le lendemain, il est différent. En fait, on le fait perpétuellement, en fait, de s'adapter. Donc, en fait, on apprend des choses. On sait faire, on apprend des choses. Et après, l'autre côté du truc, c'est de se dire, OK, on va pas non plus être que dans cette espèce d'intuitif à fond. Moi, j'ai bossé avec plein de dirigeants qui étaient plutôt sur un fonctionnement qui était justement de la direction intuitive, quoi. Ces gens, ils font des comités, ils discutent, ils essaient de sentir un peu les gens, ils font ouais, vas-y, go sur ça, machin. Et après, toutes les fiches un peu financières ou quoi que ce soit, ils les lisent un peu vite fait, mais toi, c'est une sorte de truc vraiment au ressenti. Je dis pourquoi pas, mais il y a quand même l'autre partie à développer, mais toujours dans une certaine mesure, de se dire il y a des choses qu'on est capable de calculer, de mesurer, de modéliser, d'anticiper. Et du coup, on peut le mettre en place. Au moins pour des basico-basiques, qui seraient, on parlait de mesurer quoi, mais de se dire, en fait, dans mon organisation, on a un système d'information et de partage de connaissances qui n'est pas en place. Du coup, tout le monde galère, tout le monde se fatigue. À la fin de la journée, mes collaborateurs, ils sont comme ça. Là, du coup, tu as clairement un truc sur lequel tu peux rationnellement mettre en place des systèmes qui vont permettre de régler ça. Tu vas pas juste se faire un intuitif en disant « Oh, vas-y, viens, on tente un truc » ou quoi que ce soit. Donc, il y a plein de possibilités, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'adapte perpétuellement et même quand on se dit qu'on ne sait pas faire, en vrai, on le fait, mais c'est juste qu'on... Des fois, on se rend pas compte. On se rend pas compte, ouais. Il y a des organisations qui vont devoir apprendre à s'adapter quand même. Enfin, nous aussi, hein, notre génération également, enfin, et surtout, c'est peut-être avant nous. Ouais, ils ont peut-être un peu plus de mal. Il y a forcément des gens qui auront plus de mal à s'adapter. Voilà. Parce qu'ils ont créé des systèmes qui sont suffisamment posés et ancrés depuis tellement longtemps qu'ils s'imaginent que ça va pouvoir continuer à l'infini. On appelle ça des citadelles. Tu montes un mur. Voilà, non, mais je veux dire, voilà, tu montes un mur, tu attends, tu reposes. Non, mais on appelle ça, moi et mes potes. Hein. Mais je veux dire, voilà, c'est un peu genre, voilà, tu reposes sur des conditions que tu veux extrêmement stables, et c'est un petit peu le problème, moi je trouve, justement des organisations aujourd'hui, c'est qu'on, entre autres, on repose, toute notre économie, notre société repose sur des conditions très stables. Et on voit très bien qu'il y a des changements de température, de climat ou de conditions d'existence ou financières comme ça. Et là, ça fait, oula, mais dites donc, quand on est dans la citadelle et qu'on n'a que des petites meurtrières pour voir l'extérieur parce qu'on veut que les conditions restent très stables, en général, ça se passe mal. Ouais. Mais encore une fois, cet équilibre entre ouverture et fonctionnement, c'est un comment t'as dit, Julien, c'est un spectre. Ouais. On ne doit pas être d'un côté ou de l'autre. Merci. Du coup, il me reste une toute petite question. Vous y répondez si vous souhaitez. C'était du coup de ramener un petit peu à l'individu. Mais du coup, comment nous, en tant qu'individu, on peut commencer à avoir une approche régénérative et quelles sont les questions finalement à se poser pour savoir si ce qu'on fait, ce qu'on va faire est régénératif ou pas. C'est le blame. Alors moi, je ne sais pas répondre en tant qu'individu. Je dirais juste que déjà, en tant que designer, il y a un peu de la déconstruction. Alors, on a parlé beaucoup de déconstruction sur la question des identités. Ouais. Là, il y a un peu de la déconstruction. C'est-à-dire, je pense à la fois que pour commencer cette démarche, c'est mieux d'avoir des objectifs clairs de régénération, mais on peut aussi y aller par une posture sur le reste des projets qui nous arrivent et qu'on reçoit pour essayer d'être un petit peu régénératif là où on peut l'être, ce qui est insuffisant, mais disons que s'entraîner, au plus on s'entraîne, au mieux ce sera. Et je sais pas, j'entendais parler d'artificialisation par exemple, c'est à chaque fois qu'un nouveau projet arrive, on commence toujours par mettre une dalle en béton. C'est pas obligé. En fait, par exemple, c'est pas obligé. Est-ce qu'il y a besoin de rouler à une vitesse ou avec une fréquence ou avec des poids qui font qu'il y ait ça? Et si on a une, est-ce qu'elle doit rester? Enfin voilà, par exemple, c'est un micro-exemple parce qu'on a donné peu d'exemples, on a beaucoup parlé, mais ça peut être déconstruire à chaque fois. Alors là, c'était déconstruire au sens propre, hein, mais c'est se déconstruire dans nos réflexes de conception qu'on peut avoir en tant que designer. Et en fait, c'est hyper marrant au final à le faire parce que ça permet de renouveler avec notre aspect de création sans forcément être soumis à que la question de l'innovation, mais juste servir d'autres buts qui sont assez motivants. Je sais pas, moi, ouais. Vas-y pas. D'accord. Je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce que vraiment l'être humain est capable de faire preuve d'écologie, ou en tout cas de conserver son milieu sans l'affecter jusqu'au point où tout se casse la gueule? Il y a des penseurs et des penseuses qui commencent à dire il y a suffisamment de preuves, il y a des preuves relativement abondantes, quelques preuves abondantes que c'est peut-être possible qu'on n'ait pas... Non, on n'y arrivera pas.
Mais ça, c'est un peu le propre de l'humain, de penser qu'on va tout réussir tout à fait. à régler. De l'humain, ou enfin d'un certain type d'humain aussi. Il y a des vieux mecs blancs. Il y a l'un des premiers pas du régénératif. En général, comment c'est positionné, je trouve ça intéressant, c'est que ça commence vraiment par soi. C'est là où il y a cette jointure un peu avec la spiritualité. Tu commences par changer déjà l'intérieur. Voilà. Déjà, je me questionne sur cette Frestagada par rapport à moi. Juste ça. Et perpétuellement, je me dis, est-ce que ça c'est bon pour moi? Est-ce que la bière? Est-ce que machin? La soirée? Pas dormir? Et tu te poses toutes ces questions-là avec une énorme humilité. Capitalisme. Non mais restons, je suis sur basico-basique. Juste mon corps, tout ce qui est autour de mon corps, tu vois. Tout ce qui est autour de mon corps. Et déjà là, j'ai plein de questions à me poser et du coup, ça va me donner plein de points de conscience sur ce que je fais, comment je le fais, toutes ces choses-là, déjà. Avec une énorme humilité en disant que peut-être que, en fait, j'étais complètement déconnecté de moi-même avant de me poser ces questions-là et qu'il y a encore des dimensions que je n'ai pas en conscience. Et se reconnecter au vivant, pour moi, ça commence vraiment par là, en fait, c'est que c'est vivant, ça. Du coup, se dire on va aller se mettre avec des plantes, des animaux, faire des câlins aux arbres et tout, je trouve ça vraiment très cool. Mais si tu es déconnecté de ton propre corps, du coup, tu veux connecter avec quoi d'autre, en fait, tu vois, tu peux discuter avec des tonnes de trucs de ton corps. Je dis pas que je suis processus. Je dis pas que je suis un yogi, tu vois, de folie, mais c'est juste que, en fait, juste avoir l'idée de ça, ça amène à une quête personnelle de se dire, en fait, il y a des dimensions de moi-même que j'avais même pas conscience et qui changent tout le temps. Et donc, du coup, après, quand je vais faire mon job, c'est de me dire, en fait, là, c'est pareil, du coup. Donc il y a des dimensions que je peux pas cerner, trop comprendre, mais du coup je vais rester curieux. Ouais, t'as la notion de questionnement en fait en permanence sur ce que tu vois. Et du coup tu commences à avoir un prisme de vue sur le monde et sur toi-même qui est d'un ordre de curiosité qui est beaucoup plus haut qu'avant. Ouais. Et là tu te poses plein de questions, tu discutes avec plein de gens curieux et hop, tu rentres dans un état de conscience qui s'ouvre, où une complexité plus grande peut rentrer et où des perceptions plus larges peuvent rentrer. Et là, voilà, il y a une sorte d'évolution de conscience qui se passe. Et il faut repartir sur des trucs simples. Est-ce que j'ai envie de manger cette Frestagada ou pas? Et qu'est-ce que ça questionne chez moi, comme levier, tout ça? Ça, c'est un des leviers, notamment de la Convention des entreprises pour le climat. Et un des exercices qu'ils font faire aux dirigeants, c'est d'écrire une lettre au futur. Et donc, beaucoup écrivent une lettre à leurs enfants pour aller chercher un espèce de truc en eux sur en fait, c'est quoi la trace que j'ai envie de laisser à mes enfants. Donc, en fait, oui, c'est vrai que ça et donc, c'est aller chercher ce truc au fond qui fait que ah oui, en fait, ma vraie priorité, c'est quoi? Et après, bien sûr, ça vient questionner ses pratiques individuelles de consommation, etc. Et puis, toutes nos pratiques professionnelles. Donc après, chacun fait avec ses armes. Les communicants font avec leurs armes, et elles sont aussi hyper puissantes. La partie récit, positif, imaginaire, etc. Chez nous, les concepteurs de projets, quand ils arrivent à créer des lieux comme ça, je pense qu'ils font un pas vers le régénératif. Donc voilà, chacun fait après avec ses armes, mais oui, il y a une sorte d'alignement à trouver. Et en faisant ces petits trucs, en étant aligné le plus possible avec soi et avec les autres, ça ne veut pas dire qu'on va construire une société qui va être complètement régénérative, encore une fois, parce qu'on n'y arrivera pas forcément. Mais déjà, il y a tout un bordel à cleaner. Et du coup, en faisant ça, ça va venir cleaner déjà tout ce bordel. Et c'est déjà un énorme pas qu'on fait un peu de ménage. Et après, on verra pour aller plus loin. Mais il y a des décentrements à opérer, tu l'as très bien dit, Flora. Moi, je pense que le design est vraiment une discipline qui permet à autrui de nous décentrer déjà et de décentrer un tas de trucs. Et je pense qu'il y a un décentrement gigantesque à faire au niveau de l'être humain, il faut qu'on se calme. Et les designers, en tout cas la pensée design peut nous aider à nous décentrer. Ça, c'est clair. Et je pense qu'il y a beaucoup... je rebondissais sur ce que tu avais aussi dit plus tôt et aussi quand on avait préparé cette conférence est-ce qu'il faut encore designer des trucs? On revient souvent à cette question d'inaction contre laquelle je suis pas contre, et d'ailleurs sur la question aussi sinon de la conception par le retrait ou la soustraction, mais dans tous les cas, clairement dans le mode habituel dont on a fait les choses jusqu'à maintenant, ça part rapidement en dégénératif. Et ça, faut en avoir très conscience. Et c'est vraiment essayer j'ai l'impression que la conception régénérative, c'est enthousiasmant, mais c'est vraiment essayer de tenir ce travers-là. C'est que dès qu'on surveille plus le truc, ça a tendance à se partir un peu en cacahuète, tout seul, par les réflexes qu'on a. Et peut-être qu'un jour, on sera tellement bien déconstruit sur ces points-là que ça sera plus le cas, que naturellement, on visera juste. En attendant, je pense qu'il faut il y a une vigilance sur son corps, sur sa pratique au quotidien et sur son métier pour essayer de tenir ces aspects-là. Et c'est plutôt enthousiasmant, je reviens sur ce mot, mais voilà. Puissant. C'est une très belle façon de finir cette émission. Merci aux quelques personnes qui sont restées tout le long.
Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir aussi ouvert d'autres questionnements que les gens pourront poursuivre si vous le souhaitez. On va conclure du coup cette émission. Donc merci encore. Merci à toi. Merci à toi. Cool. Merci à vous. Avec grand plaisir. On ne vous a pas menti, il y a du monde. Mais merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très 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 belle fin de soirée. Et je vous dis peut-être à très vite. Et à bientôt chez vous aussi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.